Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis. On nous retrouve sur gilesparent.com, mais toutes les applications sous le vocable Parents et amis. Mon invité est un conseiller en vin à la SAQ. Il est aussi une véritable référence à Québec et même dans le monde entier, mesdames, messieurs. En plus d'avoir fondé sa propre entreprise en animation et dégustation de vin, il peut aller chez vous, faire des tests. Il y en a plusieurs qui le font d'ailleurs. Il a maintenant son site internet christianmartel.net et célèbre cette année 35 ans à l'antenne pour partager ses précieux conseils. Bonjour, Christian Martel, comment vas-tu? Bonjour, Gilles, ça va? Bonne fête! Bien. Dans un sens, oui. Ben oui 35 ans à l'antenne, 35 ans. Pas sans d'autres à Québec? Dans le monde du vin? Ben oui, c'est ça. Dans le monde du vin, ça fait un peu plus longtemps, mais 35 ans de radio. Peut-être pas tout le temps tout à fait continu, mais c'est quand pas toujours à la même antenne, mais... Non, pas tout le temps. Non, j'en ai fait quelques-unes. Mais en 35 ans, nous autres, je pense qu'on a toujours été un peu là tous les deux. Tout le temps. Il y a eu Chic FM, après ça, Choix, après ça... Écoute, même à l'époque de la jungle, quand on s'est connus, là. Ouais. Ça, là, c'est dans mes premiers temps de radio, ça. Moi, quand ils m'ont dit, hey, veux-tu aller à la jungle? OK. Ben là, moi, je vous écoutais tous les matins dans ce temps-là, là, tu sais, c'était quelque chose, là. Je peux-tu te dire que je dormais pas bien la nuit d'avant? Ah oui? Mais je suis pas surpris. C'est stressant, là. Écoute. Christian, je dis, c'est drôle parce qu'avec un ami avec qui j'ai déjeuné ce matin, on disait justement ça. Dans à peu près n'importe quel type d'emploi, dans à peu près n'importe quelle entreprise, tu remarqueras, la plupart des gens sont pas à l'aise quand on leur demande de jouer le rôle d'animateur. Okay. Une réunion, mettons. Mettons une réunion. Effectivement. Exemple, tu travailles dans un bureau d'assurance, ton équipe, c'est 12 personnes, puis le patron dit, garde, demain, c'est toi qui mènes la réunion. Il y en a qui ne dorment pas de la nuit. Ah oui, c'est vrai. Ils ont peur d'être jugés. Puis là, tu sais, c'est impressionnant parce que quand tu n'es pas habitué de le faire, tu travailles en équipe, 2 personnes autour du bureau, c'est pas pareil. Ça, c'est pas Mais pareil. là, tout le monde s'assoit, il arrête de parler, puis il t'écoute. Ouais, ben c'est ça. Là, tu te sens jugé, tu te sens regardé, puis là, des fois, tu bafouilles. C'est humain, c'est pas... puis c'est pas si simple. Puis on se rend compte que ceux qui font... Je suis pas en train de dire qu'on fait quelque chose qui est infaisable, mais ça prend une part de naturel pour faire ça. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais on finit par s'y habituer. C'est sûr que, regarde, on a tellement fait de chroniques ensemble et tout ça. Puis, on a un genre de complicité installée. Là. Je dormais bien la nuit. Oui, t'as bien dormi. Puis tu vas bien dormir cette nuit. Puis demain aussi. Aucun problème pour ça. Non, mais les premières fois, quand tu dis, ben, écoute, t'avais de l'auditoire là, dans ce temps-là. 70, 80, 90 000. Là, tu dis, là, je veux pas faire de gaffe. Mais t'en as fait pourtant. On en fait. On en fait, mais aujourd'hui, là, on assume. On assume. Mais c'est drôle parce que j'ai vu, on parle plus du tout. Je vais prendre 2 secondes pour parler du vin nouveau. Ouais. Parce que en regardant, en feuilletant le Paris Match, j'ai dit, c'est vrai, c'est le vin nouveau. En France, à certains endroits, ils fêtent encore. Ça existe encore. Il n'y a pas 100 000 bouteilles, 100 000 sortes, mais encore. Ouais. Puis, à ma connaissance, nos premières fois, c'était là-dessus. C'était là-dessus. Bon, quand on s'est parlé la première fois, c'est pour ça on parle des 35 ans, je dis on peut aller voir au début. Puis je pense que c'était ça. Mais c'était ça. Puis c'est ce temps-ci de l'année, fin novembre. Ben, c'est le 3e jeudi de novembre. Tout le temps. Ça veut dire que c'est encore vrai là où on fête. C'est encore vrai, mais si on n'a plus, ça fait quoi, 2 ans à peu près qu'on n'a plus de vin nouveau? Puis merci à la SAQ, on avait plus. C'était pas des grands vins, là. Ah non, c'était pas des grands vins. Mais c'est un vin de party. T'as jamais dit que c'était des grands vins non plus, là. Non, c'était pas ça le but. C'était des vins de soif, puis c'est un party, puis on y va, puis c'est pas un vin de dégustation, là. C'était pas ça du tout. Dans le fond, c'est quoi un vin nouveau? C'est quoi un vin qui est pas prêt, dans le fond? C'est le premier vin de l'année. Tu sais, dans le fond, là, tu bois ça au mois de novembre, tu dis au mois d'août. Il y a la récolte juste avant. Ben oui, au mois d'août, ces raisins-là, ils étaient dans le champ encore. Fait qu'ils font un vin de façon rapide, extrêmement fruité, pas beaucoup de tanins, puis regarde, là, c'est ça. C'est ça la fête. C'est un vin de fête. Mais c'était pas. Il fallait pas comparer ça à d'autres vins puis commencer à faire une dégustation soignée. Mais il y a eu quand même, il y avait tout un build-up. Là. Les gens attendaient ça. Puis je me rappelle, ils disaient, à telle succursale, il reste une caisse. Il y avait une folie de n'avoir. Et puis ça s'est estompé au fil du temps. Écoute, moi, je me rappelle, dans mes premières années, à la Maison des vins de Place-Royale, moi, je travaillais là. Hey, tu travaillais pas à Pierre-Place, là. Ah non, mais. Quel bel endroit. Puis là, les gens faisaient la queue dehors, plus loin que l'église encore. Là. Avant que ça ouvre même? Ah oui, avant que ça ouvre. Puis là, le matin même, on recevait peut-être, écoute, je ne vais pas dire de niaiserie, mais facilement à l'œil, au moins 100 caisses, si c'est pas 150. On limitait à 6 bouteilles par personne. On rouvrait à 9h30, à 11h, il n'y a plus rien. Fini, plus rien.
T'as la folie, puis là, le monde aurait voulu en avoir plus. Non, c'est 6 bouteilles par personne. Est-ce que ça veut dire que dans le fond, pour quelqu'un comme quoi, expert en vin, comme toi qui a fait des dégustations toute sa vie, qui a comparé, puis tout, dans le fond, il n'y avait pas tant d'appréciation de ce vin-là, dans le sens où tu dis pas, il est tanin, non. Non, dans le fond, ça pas la tête avec ça. C'est comme un Beaujolais léger, c'est pas. C'est léger, plein de fruits. Pas beaucoup de tanins. Tu sais, c'était du gros fruit, en fait. Là. C'est carrément ça. Okay. Mais c'était le vin de la fête. C'est quoi le pourcentage d'alcool pour le fun? Il était fait les autres. OK, 11-12 pareil. Ah oui, OK. C'est même affaire. Okay. Ah oui, même chose que les autres. Mais c'était un vin de party. Hey, à l'époque, il y avait des parades dans la ville. Il y avait toutes sortes de choses. Là. C'était un autre temps. Aujourd'hui, c'est autre chose. Pour les chroniques, en tout cas, ça a commencé pas mal avec le vin nouveau. Moi, ça a commencé avec ça. Puis après ça, là, j'ai commencé... T'en as fait à Rock Détente beaucoup avec Joanne Boivin, Jean Soulard. 17 ans. Avec. Ça, Jean Soulard. Jean Soulard, non. Jean n'était pas là. OK, c'était Joanne Boivin? Oui, Joanne Boivin, j'ai fait longtemps avec elle. OK. Avec Christian Coder, Dan Caron, Daniel Vien, tout ça. Oui. J'ai fini à Énergie. Avec Stéphane Gass. Énergie aussi, c'est fini. Non, c'est des oui. Mettons que c'est plus difficile aujourd'hui. Mais on parle de la radio d'une époque où c'était très fort. Là. Ah, mais oui. Je suis pas en train de dire que c'est à terre, mais on comprend qu'avec les podcasts, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le choix Spotify et les autres, il y a une variété tellement grande pour écouter sa musique, pour écouter la radio, que là, c'est comme plus éclaté. Donc, il y a une moins grande concentration de monde en même temps. Nous, dans le fond, il faut comprendre que même quand tu parles de la jungle, le matin, il n'y avait pas d'émission de télé du matin, il n'y avait pas de salut bonjour, il n'y avait rien de ça. Fait que, faut être honnête, là. Faut être honnête, il y avait moins de choix. Fait que ça nous aidait à avoir beaucoup de monde. Fait que ça faisait des chiffres plus gonflés, mais il y avait beaucoup de monde à l'antenne. Puis au fil du temps, les technologies ont amené de la nouveauté. Puis écoute, c'est pas des blagues. Ce matin, je pense que c'est quelqu'un que tu connais bien, Louis Guérard. J'ai déjeuné avec Louis Guérard. Je pense qu'il était 40 000 ans, lui, chez Astral, chez Bell. Je pense que c'est lui qui a fondé ça. Quasiment, oui. Il était là avant Jean Cartier ou presque. Là. Mais on regardait ça ensemble et on se disait, effectivement, il est passé beaucoup de monde, puis la radio a changé tellement. Puis on se disait que nos enfants, on a un point commun, ces enfants ont 20-22 ans comme mon plus jeune, puis ils n'écoutent pas la radio. Ben non. C'est pas contre la radio, eux autres, c'est des podcasts, c'est Spotify, c'est Apple Music, c'est TikTok, c'est ci, c'est ça. Ils ont autre chose. C'est autre chose. C'est ça. C'est une variété plus grande. Ce qu'on n'avait pas à l'époque. Mais on a connu les belles années. Oui, je pense que oui. Ce qui est le fun, là, c'est qu'on est encore là, assis en face de l'autre. Avec le même plaisir. Puis c'est le fun que les gens réagissent, parce que toi, dans l'année, un Noug doivent te dire, faites-vous une chronique des fêtes, parce que c'est comme un classique. Là. Je m'en fais parler souvent. Encore la semaine passée, c'est ça. Et d'ailleurs, on enregistre ça. Pour ceux qui nous entendent, sachez que quand on va mettre en ligne le podcast qu'on est en train d'enregistrer, on est un genre de 26, ça, aujourd'hui? Oui, 26 novembre. On enregistre ensemble pour le spécial des fêtes. On a une liste de suggestions de vins de cadeaux, des liquides pour les fêtes. Alors, on le fait comme à chaque année. Puis c'est des vins, je ne veux pas parler pour toi, mais accessibles. Les prix sont là selon ce que vous voulez mettre. Puis des valeurs sûres souvent. C'est exactement. Moi, des vins comme moi, je trouve très intéressants. Comme tu dis, à prix abordable. Bon. C'est ça. Il y aura cette liste-là qui va être là dans les prochains jours, aussitôt qu'on va le mettre en ligne. Et ça va être sur gillesparent.com, ça va être sur surtout mon Facebook, Gilles Parent, et christianmartel.net. C'est ça? Voilà. Fait que ça va être facile à trouver pour vous. À la rigueur, tu fais une recherche Google, liste, puis tu vas le trouver. Je pense bien. J'espère. Mais en tout cas, maintenant, on vient de vous dire où ils vont être. OK. Partons avec les tendances de l'année. On fait toujours ça sans dire que c'est un bilan. C'est quand même une chronique où on revient sur l'année qui vient de passer. C'est ça. Donc, c'est quoi les grandes tendances? Y a-tu quelque chose de nouveau? Ben écoute, dans les choses nouvelles, là, on voit surtout des vins plus fins, plus légers. La tendance est vers ça. Là. Même actuellement, on commence à avoir j'appelle ça des rouges hybrides. Qu'est-ce que c'est ça? Là, tu me regardes d'une drôle de façon. Il y a électrique puis il y a hybride, là, tu me perds. Pas hybride des autos, là, mais non, mais des vins hybrides, ça veut dire qu'on commence à avoir des vins rouges qui sont faits avec des cépages à vin rouge, mais aussi mélangés avec des cépages à vin blanc. Les deux ensemble. Dans le même baril, mettons qu'on se parle. Là. Dans la même cuve. Là. C'est des tests qu'ils font, c'est quoi? Dans la même bouteille. Non, mais il y a comme une tendance là-dessus, on dirait. N'as-tu goûté? Oui. T'as une face de pas sûr. Christian. Moi, c'est pas. Moi, je sais que tu vas dire la vérité. Toi. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Qu'est-ce qui prend le dessus? C'est le rouge? C'est-tu le rouge automatiquement qui prend le dessus? Pour moi, là. Non, mais dans le mélange. C'est sûr que le rouge prend le dessus, mais un rouge très, très, très léger.
Très, très pâle, pas beaucoup de tanins. Tu sais, puis écoute, tu vois à travers la bouteille, là, ça te donne une idée. Là. Okay. Moi, personnellement, quand on regarde ça, ah ouais, c'est un rouge, ça, c'est quasiment un peu rare. Tu sais, parce que dans le sens, là, que tu sais, bon, c'est pâle, tu te dis, ça goûtera pas grand-chose. Non, ce qui n'est pas le cas, ça goûte quand même, mais on est dans la légèreté, dans la souplesse. C'est quoi l'idée de mettre du blanc dedans? J'essaie de comprendre. C'est pour avoir quelque chose là, de plus digeste, c'est quelque chose de plus fin, de plus souple. Parce que là, de plus en plus, on a une clientèle plus jeune qui est plus vers ça. La pureté, tu sais, les gros vins rouges puissants, ben c'est sûr qu'il y en a encore, puis il va toujours en avoir. Ben oui. Mais puis il y en a qui doivent auprès d'une clientèle plus jeune, on dirait que c'est un peu moins la cote, ces choses-là. Mais c'est eux autres aussi, les jeunes, qui ont poussé un peu le vin orange, dans le fond, tu parlais du vin orange. Absolument. C'est pas le monsieur qui boit le même vin depuis 60 ans qui demande un vin orange. Non, ben malgré qu'il y en a qui essayent. Ah, pour l'essayer, ben oui. Ah oui, ça, il y en a beaucoup qui ont essayé le vin orange. Ça, là, écoute, à un moment donné, rappelle, c'est quoi, juste pour ceux qui nous entendent, un vin orange? En fait, c'est un vin blanc, mais qui est fait comme un rouge. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser uniquement le jus du raisin, on va laisser tremper les peaux. Okay. Ce qui va amener colorer des tanins, de la rugosité, ce qui va amener un petit peu plus de couleur aussi, puis un peu d'amertume parfois. Il y en a qui sont beaucoup plus forts, d'autres le sont un peu moins. C'est à quoi ça me fait penser, Christian? Ouais, à quoi? C'est pas ta spécialité, mais ça me fait penser aux bières. Tu sais, des bières IPA, oui. des bières, on laisse mûrir plus longtemps, plus de ci, plus de tanins. Exactement. C'est comme si on travaillait la bière maintenant différemment. C'est pas nouveau d'hier, là, je sais ce que vous allez me dire. Ça fait longtemps que c'est de même, mais ça fait pas 1000 ans. Là. Alors, puis le vin, avec ce qu'on est en train de faire, c'est un peu ça, on essaye. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, on recherche un peu ça aussi, là. Des goûts spéciaux. Moi, je me rends compte que la clientèle plus jeune, mettons les 18-25, recherche... As-tu quoi de nouveau pour moi? Ouais, genre? Recherche des goûts spéciaux. Tu sais, on dirait que le vin, comme on le connaît traditionnellement, puis ça c'est un fait aussi, hein. Ça prend moins avec les jeunes, ça. Okay. Le vin... Pour eux autres, c'est ennuyant? Oui, ils n'en veulent pas. C'est le vin que leurs parents buvaient, leurs grands-parents, puis on dirait que les autres, ils veulent être ailleurs. Okay. Amenez-moi d'autres choses. Le Bourgogne à ligoté, là, j'ai bu ça, mon père buvait ça, mon grand-père. Ouais, puis eux autres, ils n'ont pas maudit, ça m'intéresse pas. Okay, non, parfait. je veux pas ça. Puis des Cabernet Sauvignon non plus, ça m'intéresse pas. Mais amène-moi, par exemple, des vins nature. Bio, ça m'intéresse. Ou encore, tu sais, des vins plus légers, avec des goûts... même que je pourrais qualifier d'un peu bizarre, bien spéciaux. Là, des goûts bien spéciaux. Donc, le vin orange en fait partie. Puis des vins aussi, des fois, même des vins, des fois, qui vont sentir l'étable. Arrête! Tu sais, oui, je te dis. Puis ça, là, pour moi, dans mon temps, un vin qui sent l'étable, là, aïe, on a un problème. Là. Ça, là, c'est pas bon. Ça c'est pas de la qualité, ça marche pas. Bon. Il y en a qui aiment ça. Mais il y en a qui aiment ça. Moi, il y a un client l'autre jour qui m'est arrivé comme ça. Il dit, as-tu un vin qui sent l'étable? Pardon. Moi, je suis parti à rire, là. Mais toi, tu savais de quoi il parlait? Ben, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Mais le problème, c'est que là, il me parle de vin nature. Autrement dit, des vins là, qui ont peu de sulfite. Okay. Ça crée de l'instabilité. Puis le problème, c'est sûr qu'on va voir brouiller, des fois un blanc brouillé. Dans certains cas, les vins oranges, des fois, c'est ça. Des vins pas filtrés beaucoup, avec plein là, de dépôts à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est encore là, c'est pas quelque chose qui m'attire, moi, parce que je suis pas de cette génération-là. Mais par contre, eux autres, c'est ça qu'ils cherchent. Puis des goûts, tu sais... Des goûts fermiers comme ça, comme on appelle. Tu vas avoir ça. Je suis encore saisi par ça. Là. Peux-tu me donner un vin qui sent la ferme? Ben moi, j'ai répondu au client, j'ai dit, écoute, il faudrait que je rouvre toutes les bouteilles pour le savoir. Parce que c'est inégal un peu d'une bouteille à l'autre, les vins nature. La prochaine fois qu'on va te demander ça, M. Martel, tu peux avoir des vins qui sentent la ferme. Hésiteras, tu diras non. Il va savoir que t'as compris. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'il rit de moi un peu, M. Martel. Ça se peut-tu ce matin? Peut-être un petit peu. Parlons du vin en général. Est-ce que le vin, la consommation augmente, stabilise ou descend un peu? Elle descend. Ah oui? Ah non, écoute... Au profit d'autres choses ou... Au profit d'autres choses. C'est que même que je lisais il n'y a pas si longtemps que l'offre a dépassé la demande de 10 % en 2023. Oh, OK. Mais ça peut pas être aussi l'inflation? Vu qu'on n'a plus d'argent, on dépense moins? Ouais, non, je lance ça. Non, mais peut-être aussi. Mais le problème, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est la clientèle plus jeune, qui est complètement ailleurs. OK, elle n'est pas là. Eux autres, là, c'est les cocktails,
Et les bières importées de microbrasserie, tout ça, là, ça c'est très, très, très fort. Le vin, mis à part quelques produits. Les cocktails, t'as raison. Mon fils m'a parlé du Saint-Germain. Il dit, tout le monde connaît ça. Le Saint-Germain que tu mets dans les cocktails, la grande bouteille transparente, blanche, oui, c'est ça, qui remplace l'apérole. La liqueur de sureau. Oui, c'est ça, qui remplace l'apérole. C'est très bon. Ah oui, mais c'est 50 pièces la bouteille. Il y a ça, c'est super bon. Mais eux autres, ils se font des cocktails avec ça. Ensemble, mettent un petit peu, mélange ça, un petit peu de... Puis tu dois vendre beaucoup de Prosecco, parce que c'est dans presque tous les cocktails. On en vend énormément. Une des forces du Prosecco pour les jeunes, c'est 15-16 pièces, 17 pièces. C'est pas cher, c'est bon. Ça fait le travail. Tu sais, pour faire des cocktails, là, pas besoin de champagne, pas besoin de payer 50 $. Tu sais, s'il va avec un produit comme ça à 14-15, c'est parfait. Mais tout ça fait en sorte que le vin... Il y a un mouvement. Oui, puis les producteurs sont très inquiets par rapport à ça. Parce que là, ils se disent, attends un peu, là, il faut aller rechercher cette clientèle-là. Mais comment? T'sais? OK, pendant que tu es là, on a plein de questions. On a du temps, c'est ça qui est le fun avec un balado, mais est-ce que tu as senti, avec l'inflation qui était forte dans les 2 dernières années, qu'il y a des gens que tu connais, des clients, évidemment sans les nommer, mais je veux dire que toi, tu as remarqué que soit ils ont baissé un petit peu dans leur braquette de prix, ou ils en prennent moins, ils en prennent une caisse de 12, ils en prennent... Tu sais, t'as-tu vu un changement sans faire une analyse sociologique, là? Parce que t'es dedans, là. Moi, je suis dedans, c'est sûr. C'est sûr qu'on en voit. Il y en a que, oui, ils vont prendre un peu moins cher. D'autres, il y en a qui me disent, moi, j'en prends moins, mais mieux. T'sais? OK. Puis ça me coûte moins cher. Ils vont dire, au lieu de prendre 5-6 bouteilles par semaine, on va en prendre 3, du meilleur, mais que ça coûte quand même moins cher que d'en prendre 5-6. Ça m'a toujours fait rire parce que quand mes amis disent, ça, c'est un bon petit vin de semaine, ça fait pas trop cher pour la semaine. Ça fait, vu que j'en prends tout le temps, ça va me coûter moins cher au bout de la semaine. Moi, ça me sonne plus de même. Ouais. Parce qu'un vin de semaine, si tu prends 2 bonnes bouteilles puis dans ta semaine, que tu apprennes le jeudi, le lundi ou le samedi, tu vas la savourer. Puis je comprends. J'haïs pas l'idée de dire, au lieu d'y aller au volume, on va y aller juste à la qualité. C'est ça. 2-3 bouteilles au lieu de 6, mais meilleur. T'en prends moins, mais du meilleur. Ça, il y en a plusieurs qui sont là-dessus. Mais il y en a aussi qui sont allés sur le prix également. Là, c'est normal. C'est normal. C'est normal c'est parce partout. que tout coûte cher. Puis ça c'est une chose qu'on n'a pas connue, même. Revenons, je parle l'ensemble de la population. Je parle pas qu'il n'y a pas des gens qui surveillaient les spéciaux, là. C'est pas ça que je dis. Mais depuis la pandémie et un petit peu avant, aujourd'hui, tu sais, tu fais l'épicerie, tu es avec ta blonde, vous allez magasiner partout. Ouais. Tout le monde regarde les prix. On regarde les spéciaux. Tout le monde regarde les spéciaux. Tout le monde. Mais on serait bien capable de ne pas le faire non plus. C'est ça. Puis des fois, il y a des choses tellement évidentes. Puis c'est drôle, les consommateurs. Ça m'a frappé. J'en parlais avec Sylvain Charlebois, le Food Professor. Il y a des gens qui s'aident aussi. Exemple, mettons, tu as une sorte de fromage, tu aimes le single spécial, qui coûte 7 piastres. Puis il y en a un double single, lui, qui coûte, mettons, normalement, le double devrait coûter 14, mais qui est à 9. Toi, tu ne l'as pas vu, tu prends celui à 7 qui a 12, mettons, il y a 12 tranches dedans. Ouais, celui qui en a 24 dedans, il y a 2 piastres seulement de plus, tu ne l'as pas vu. Ouais. Quelqu'un va dire, excusez, si vous en prenez 2, c'est 14, mais si vous prenez l'autre qui en a 14, en fait, 2 fois, vous allez payer 9 au lieu de 14, vous allez sauver 5 piastres. Ah! Merci. Oui. Vois-tu, c'est le genre d'affaires qu'on voit à l'épicerie maintenant. Et probablement qu'à SAQ, les gens surveillent aussi les prix. Écoute, on a les points Inspire. Là. Ah oui. Tu sais, quand on a des spéciaux là, sur les points Inspire ou des points Boni, ça paraît? Moi, je vais te dire que ça paraît. Puis de plus en plus, là, depuis la pandémie, je te dirais aussi, là, les gens regardent ça de plus en plus. Ils arrivent avec le téléphone. Là. Il m'offre lui cette semaine pas cher. Il est-tu bon? Il est-tu bon? Je devrais-tu y aller? J'ai 3000 points là-dessus. Mais je le fais, moi. Écoute. Je vais voir les conseillers à la SAQ. Moi, je suis dans le coin de quartier, fait que je vais voir le gars. Quand j'en trouve un bon, c'est des blagues, là, juste pour les agacer. Mais je leur demande, j'ai dit, regarde, on m'offre ça. Mettons, toi, ton pic, je t'en demande 1 ou 2. Ah, lui, tu peux pas te tromper, telle affaire. C'est ça. Fait que, puis, je trouve que c'est normal. Puis à un moment donné, tu connais ton monde. Tu sais, tu te dis, ça, tu vas l'aimer, ça, c'est moins ton genre. Tu sais, fait là, mais on peut. Est-ce que tu oses, des fois, vu que tu as quelques années derrière la cravate, des bons clients, mais toi, tu es plus à Cap-Rouge, là, mais mettons des bons clients que tu sers depuis longtemps, puis tu sais qu'il y a quelque chose qu'il aime, qui est pas là souvent, puis là, il est là, tu peux te dire, hey, monsieur Blouin, je suis pas de mes affaires, faites ce que vous voulez, mais on a le vin que vous aimez beaucoup, on en a, là. Ah, oui. Ça, le monde doit l'apprécier, ça, parce que on sait pas tout le temps. Il y en a qui sont. Mais tu sais, c'est quel? Non, c'est parce que je vais vouloir le dire. Continue, puis ça va pas revenir. Non, parce qu'il y en a des fois là, qui m'arrivent, là, puis tu connais tes clients à un moment donné, puis tu dis, lui, un tel, il avait aimé tel vin. Comme là, encore, il n'y a pas si longtemps. Il y en a un, monsieur, je vais le voir rentrer, puis je l'avais eu, son vin qu'il aimait, parce que des fois, il me le demande, mais je ne l'ai pas, parce que le vin n'est pas tout le temps disponible. Tu l'as dit? J'ai pris une bouteille, puis je suis allé le voir avec. Regardez, j'ai votre vin. Hein? Ah là, il était content. Fait qu'il n'a pris quelques-unes. Ben oui, tu sais, c'est ça l'avantage. C'est à cause de lui que vous n'avez plus les autres qui entendent, parce que lui, il n'a pris quelques-unes. Il a tout pris. Et dis-moi, dans les grandes tendances, on dit qu'il y a des cépages qui font un retour en force remarqué. Ouais. C'est quoi ces cépages-là? Un, entre autres, là, c'est le Beaujolais. C'est le Gamay, le cépage du Beaujolais.
Parce que ça, ben, on c'est du parlait Gamay ou Beaujolais? Moi, je connais tellement pas ça. Tu vois, j'ai fait des chroniques avec toi depuis 35 ans, puis j'ai jamais rien appris, on dirait. Gamay, Beaujolais, bon. Non, mais Beaujolais, c'est l'endroit, mais qui est fait tout le temps avec le cépage Gamay. Gamay. Donc, est-tu juste là, le Gamay? Il y en a-tu ailleurs? Il y en a un peu ailleurs. Il y en a dans la vallée de la Loire. Il peut y en avoir dans d'autres, un peu en Californie aussi, mais principalement, là, c'est le Beaujolais qui est fait. J'ai jamais entendu quelqu'un rentrer à SAQ et dire « Je voudrais du Gamay ». Là, on commence à l'entendre. OK, bon. Ouais, on commence à l'entendre. On me déniaiser. Tu sais, on parlait tantôt du Beaujolais nouveau. C'était ça, du Gamay. C'était du Gamay. Ça, c'est la sorte de raisin qu'ils utilisent pour le faire. Comprends. Mais, comme on disait tantôt, quelque chose de léger, plein de fruits. Oui, je comprends. Puis pendant des longues années, le Gamay a eu un peu mauvaise presse à cause de ça, justement. Du Beaujolais. On disait, Gamay, Beaujolais nouveau. Ah, on n'achète pas ça. Non, c'est ça. OK, la journée du Beaujolais, c'est correct, mais le lendemain, on n'en veut plus. Alors que le Gamay qui a mûri, qui était... il n'est pas pareil, là. C'est pas pareil, parce que ça, là, eux autres, ils ont eu à se battre contre ça. Mais là, l'histoire du Beaujolais nouveau, ça commence à disparaître tranquillement dans la tête des gens. Le Gamay reprend ses lettres de noblesse. Ses lettres de noblesse et encore plus. Il y a même des Gamay là, de certains vins, comme moi à l'aveugle, là, j'aurais dit, aïe, aïe, c'est quoi ça, ce vin-là? Ah ouais, c'est du Gamay, ça se peut quasiment pas. Ça peut vieillir, c'est intense, c'est corsé, c'est puissant. Puis on en vend de plus en plus. De plus en plus, ça revient. Mettons, est-ce que dans ta liste, tu vas en avoir ou de moi en juste? J'en ai peut-être pas mis, mais tu sais, tu as des... exemples de noms. Tu as des brouillis, par exemple, là, des morgons. OK, brouillis, oui, je me rappelle de ça. Ben oui, c'est ça, des côtes de brouillis, des moulins à vent. Ça, c'est les crus du Beaujolais. C'est des vins qui se vendent entre 30-35 $, des fois plus aussi. Là. Quand même. Fait qu'il y a quand même de la très, très haute qualité. Ça, on peut le demander, puis si on veut l'essayer. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Puis il y a un autre cépage blanc, qui est le muscadet. Mon Dieu, on a pris ça. Boy. Muscadet de Sèvres, c'est quoi de Sèvres? C'est l'endroit, là? Oui, c'est ça. Muscadet, c'est l'endroit aussi, puis de Sèvres et Maine, c'est un secteur dans le grand endroit, si tu veux. Puis, moi, écoute, moi, du muscadet, je me servais de ça pour montrer aux gens c'est quoi des vins acides. C'est quoi de l'acidité dans le vin. Là, je prenais du muscadet, là, j'étais sûr de ne pas me tromper. Là, tu viens... la face change, hein? Ah, la face te change. Là, tu viens saliver beaucoup. Mais c'est-tu le même goût qu'il y a 25-30 ans, le muscadet? Pas du tout. Et là, maintenant, là, aujourd'hui... Là, ils ont changé la méthode ou quoi? Oui. Si je prenais du muscadet aujourd'hui pour montrer c'est quoi de l'acidité dans le vin, je me planterais joliment. Parce que là, l'acidité, on la sent presque plus. Mais pourquoi? Parce qu'avant, là, c'est drôle, les Français ont une expression pour ça. Ils faisaient pisser la vigne. Eux autres, ils appellent ça de même. Ça le dit. Tu sais, c'est s'arranger pour que la vigne produise le plus possible. Mais si elle produit beaucoup, ben ça donne des raisins de moins grande qualité. Comprends. Alors là, tu te ramasses avec des vins qui ne goûtent pas beaucoup, qui ont une grosse acidité. Tandis que là, c'est le contraire. S'ils commencent à tailler puis de mieux entretenir leur vigne pour qu'elle produise moins, chaque raisin est plus concentré, puis ça donne un vin en conséquence, là. Ah non, les muscadets d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Donc, si on lève le nez comme moi sur le muscadet, ben, j'en ai trop pris dans le temps, puis qu'on trouvait ça ordinaire, c'est un autre monde. Là. Un autre monde. OK. Je pourrais t'en passer un à l'aveugle, tu dirais, bon, donc bien bon ce vin-là, c'est quoi ça? Passe-moi là, moi, t'as l'ordre de donner. C'est ça. Parle-moi du Portugal. Je sais que t'es allé avec ta blonde. Plusieurs sont allés, pas juste parce que ça coûte moins cher, parce que c'est le fun à découvrir. On connaissait l'Espagne, mais moins le Portugal. Mais tu me disais que c'était rapport qualité-prix, c'était dur à battre. C'est encore vrai? C'est encore là. Ah oui. Moi, je trouve, là, écoute, tu sais, 15-16 $, t'as des vins de haute qualité, ça goûte, là. Ah non. Moi, des vins, là, justement, les gens, là, les vins de semaine. Moi, des fois, je leur demande, ça dépend, c'est une grosse semaine ou... Une petite semaine parce qu'il y a un coche. C'est ça, c'est une grosse semaine, mais pour y aller au Portugal. C'est une question qu'on te demande, des fois, des petits vins de semaine, je peux prendre, là, pas trop. Oui. Du 15-18, là. Ça arrive souvent. Des vins de semaine, puis des vins de fin de semaine. Mais c'est ça. Je m'amuse tout le temps de demander ça. Mais Portugal, il y a quand même un choix assez grand, quand même. De plus en plus. OK. De plus en plus. On en a beaucoup. Puis, moi, dire, tu sais, quand tu as payé 22, 24 $ pour un vin portugais, là, t'es dans les chers, là. Okay. Quand t'es là-bas, c'est pire encore. C'est beaucoup plus bas, c'est ça? Ça coûte rien. Hey, moi, j'ai vu, là, Gilles, j'en reviens tout simplement pas encore, un vin qu'on aimait, là, il était dans une épicerie. Il était à 9 €. 9 €, c'est quoi? C'est 14, 15 $ à peu près, là, avec une bague dessus pour pas se le faire voler. Je te jure. Seigneur. OK. Là, t'es allé, on regarde ça. Ben voyons, ça n'a pas de sens, là. T'as réussi à en voler 2 barils, oui? Avec ta blonde qui cachait puis ça s'accroche. C'est incroyable. Hey, Christian, je veux dire que j'ai eu une discussion avec un de tes collègues qui m'a parlé des vins frais
plutôt rouge pâle, qui se boivent comme du rosé. Et le pire, c'est que moi, j'ai un petit côté, tu sais, je t'ai déjà compté qu'être allé un producteur, c'est vrai qu'il faisait 35 degrés, puis que la dame avait mis de la glace dans son vin rouge. Dieu, Non, mais c'est une productrice, mais elle dit, nous autres, quand on n'a pas le temps d'attendre, mais en tout cas, peu importe, j'avais fait rire le monde, mais c'était vrai. Puis après ça m'a ramené plus, quand tu prends un spritz, par exemple, il y a de la glace. Il y a certains champagnes, tu sais, le champagne blanc, le modèle avec la glace. Ice, que tu mets de la glace dedans. Mais tu sais, c'est pas coutume, là, quand même. Non. Dans ce cas-ci, on me parle donc d'un vin rouge. Puis le pire, c'est que j'en ai acheté un. Et le pire, c'est que j'ai pas eu ça. OK. Il dit, imagine-toi que tu prends un rosé. Il faut que ce soit froid de même. Tu le gardes dans le frigidaire, un vin rouge froid. Puis le gars, il dit, je suis obligé de te dire qu'il y a un genre de tendance. Il y en a qui se garochent là-dessus. On en manque tout le temps. Est-ce que c'est la même chose à SAQ chez vous? Ben oui. Puis dans le fond, là, j'ai grosso modo, mais dis-moi, c'est quoi exactement? Mais dans le fond, ce que tu as pris puis que tu as aimé, c'est exactement ce que je te racontais tantôt. Des fameux vins hybrides. Ah oui? OK, je savais pas. C'était ça. Ben bon, oui, c'est ça dans le fond. Parce que j'ai eu l'impression de boire une sangria, mais moins sucrée. Oui, ben c'est le côté. C'est sec. Mais en même temps, ben tu sais, t'as le côté là, vin rouge, adouci un peu avec le vin blanc. C'est pas sucré. Ah, c'est ça qu'il y a là-dedans, le vin blanc. Je ne savais pas. Ah ouais. Parce que c'est des cépages blancs, en fait. Parce que tu n'as pas parlé tantôt. Ce qui m'a mêlé, c'est que tu n'as pas dit qu'il fallait le prendre froid. Ah, ben sinon, j'aurais allumé. Mais là, on peut le refroidir comme un blanc. Mais il pourrait se prendre, entre guillemets, température pièce pareil, ça, tu me dis? Non, pas température pièce, c'est rien de bon. Il faut que ce soit plus frais. Plus frais, mettons autour de 12 pour cacher un goût qu'il n'y a pas ou c'est... Non, mais c'est drôle. Non, mais tu dis non, mais... Non, mais à température pièce, là, je reviens là-dessus, il n'y a rien de bon en température pièce. Même les rouges, on ne fait pas ça, là. Parce que l'alcool, les piqûres de l'alcool prennent le dessus sur le fruit, puis c'est pas bon, là, c'est pas agréable. Donc, il faut toujours refroidir, même les rouges, autour de 16 degrés. Là. Mais même, il y a un nouveau nom pour ce style de vin-là, justement, de rouge clair. C'est quoi? Comme c'est un mélange de cépage blanc et de cépage rouge, ils appellent ça des brouges. Brouges? Ouais. Une représentante qui nous est arrivée avec ça la semaine passée. Un brouge. OK. Bon, OK. Une nouvelle affaire. On va l'entendre probablement. Ça va finir par prendre sa place. C'est sûr qu'on va entendre ça de plus en plus. Tendance toujours, les spiritueux, les bières désalcoolisées, on sait que ça marche. Là. Il y en a pour le perdre. Puis même ceux qui font les étalages, c'est tellement drôle. J'étais chez IGA, avec les bières québécoises, les bières de IPA, les bières sans alcool. Écoute, tu cherches ta bière, ça te prend 3 semaines de vacances pour trouver ta bière. À peu près, oui. Puis un autre 2 semaines pour trouver ton yogourt parce que sans ça, avec probiotiques, sans biotiques, alouette. Fait que c'est compliqué. Mais je voulais savoir, est-ce que, je sais que c'est une croissance importante, mais les vins, est-ce que le sans-alcool, parce que je sais que dans les spiritueux, c'est fort. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui prennent du gin sans alcool. Ma blonde, c'est le premier exemple. Okay. Je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs boissons qui peuvent être prises sans alcool. Peut-être sans que ça soit trop désagréable. Le vin, il me semble, tu me disais, ça n'a jamais été concluant, le vin sans alcool. C'est pas facile. Tu sais, là, la bière... Ils ont essayé, mettons, moitié alcool, je sais pas. Parce que il y en a quelques-uns, entre autres, je pense au blanc, là, le Kim Crawford Illuminate, qui a 7% d'alcool. Y as-tu déjà goûté? Oui. Honnêtement, c'est-tu buvable? Ben oui, avec mais... cette glace? Non. Oui, mais la seule chose, c'est que, écoute, tu retires un peu d'alcool. Il y a des procédés un peu complexes. Ça se fait à la fin, hein, j'imagine. Oui, c'est ça. Ils font le vin, ils retirent un peu d'alcool, mais en retirant de l'alcool, ce que tu fais, par exemple, c'est que tu enlèves le côté fruit, le côté moelleux. Parce que l'alcool a un goût sucré. On s'en rend pas compte, mais l'alcool a un goût sucré. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, parce que quand tu prends 70%. C'est ça. Mais c'est fait avec du sucre, l'alcool. Fait que là, ben, c'est un goût sucré. Sauf que si tu en enlèves, ton vin paraît plus acide un peu. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens aussi, regardez les taux de sucre dans le vin sans alcool. Ça joue entre 40, 45, 50 grammes par litre. Tu n'as pas le choix. Tu l'enlèves, l'alcool. Si tu mets rien d'autre pour le remplacer, tu vas avoir l'impression de boire du vinaigre. Là. Ça va être acide, là, puis pas à peu près. Je comprends très bien. Fait que tu compenses avec du sucre. Ça, mais il y en a qui doivent capoter parce qu'il y en a que 2 grammes d'alcool dans le vin, ils viennent fous. Mais il y a trop de sucre. Trop de sucre. C'est encore la folie, cette affaire-là. Là. Toi, t'en parles à chaque chronique. Plus que jamais. C'est pas... Moi, je trouve que c'est pas drôle parce que, tu sais, là... Les gens se privent d'un plaisir. Hein? Ils se privent de ça. Ils regardent juste un côté de la médaille. Parce que dans le vin, il y a 2 choses. Il y a le sucre résiduel. Le sucre qui n'a pas été fermenté, c'est ça, les grammes de sucre par litre. Puis il y a l'alcool aussi, on vient de le dire. L'alcool, c'est du sucre. C'est comme si tu regardais juste un côté. Ah oui, mais il faut que tu regardes les deux.
Hein? Il y a l'alcool également aussi. Sais-tu, c'est une folie qui me rappelle, je ne sais pas si tu vas être d'accord, la folie des sulfites à un moment donné. Il y a trop de sulfites. Puis là, à un moment donné, jusqu'à temps que tu dises, il y en a dans tout. Il y en a dans tout. Arrêtez de capoter avec ça. Il y a du sulfite, il y a des sulfites, j'en veux pas. Puis là, moi, je voyais des gens l'autre jour. Le monsieur est en train de magasiner SAQ. Sa dame arrive avec 2 vins qui sont, peu importe lesquels. Elle dit, là, il regarde, c'est quoi le taux? Là, il va voir la petite pancarte de SAQ. 9,5, il est folle. Ah ouais. Là, j'avais l'impression qu'il était pour mourir. S'il prenait ça, c'est sûr, que t'as l'ambulance, puis le corbillard tout de suite après. 9,8. Puis là, toi, tu nous rappelles Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, elle dit, d'abord, calculer que c'est sur 1 litre, là. C'est pas 750. Déjà, il faut enlever 25 du chiffre. T'enlèves 25 Et puis, d'autre part, tu prends pas la bouteille dans une gorgée. Il y a quelque chose d'un peu indécent, mais le pire, c'est que c'est un je dirais un préjugé quasiment, tellement solide, tu me dis que c'est pas mieux, c'est pire que jamais. C'est pas mieux. Hey, écoute, moi, ma belle-fille est nutritionniste. Puis elle me racontait l'autre jour, une pomme, c'est 15 grammes de sucre. Une pomme. Manger une pomme, pas grave. Mais prendre un vin qui a 6 grammes pour toute une bouteille, là, c'est comme tu dis, c'est l'ambulance. C'est ça. Okay. C'est parce que c'est exagéré. Tu sais, c'est exagéré. Tu sais, ouais. OK. Ramenons-nous un petit peu à Noël. Ouais. On va parler des cadeaux de Noël. Ouais. Un des principes des fêtes, c'est souvent d'acheter... quand on fait des cadeaux, surtout, même pour soi, là, à nous, des fois, c'est ça. Acheter des choses qu'on n'achète pas habituellement. Exactement, oui. Moi, dans mon genre, écoute, c'est niaiseux, mais je me suis rendu compte que quelques personnes qui font les fameux points de la carte Inspire, moi, j'en accumule, puis je me rends aux fêtes où j'ai, mettons, 150, 160 de crédit. C'est ça. Ce qui fait que là, je vais aller me chercher... le vin, je cherchais tantôt, c'était le vin rouge Marano. Le vin qui n'est pas là souvent, c'est un vin italien. Marano, attends un petit peu. Ouais. Merano ou Marano, un des deux. Okay, les petites bouteilles pas hautes, là, rondes. Ah, OK, oui, je sais ce que tu veux dire. J'adore ça. 30-32 piastres. Après, je l'adore. Mais souvent, il n'est pas là. Fait que quand je l'ai, il y en a un des fois qui me faisait « on a reçu ». Je l'apprécie. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, on aime se gâter un peu. Fait que, qu'est-ce qui est préférable de donner en cadeau si on ne connaît pas du tout les goûts de la personne? C'est toujours pareil, hein? Ben c'est ça. Tu sais, il faut y aller avec des choses... Valeur. Il faut éviter les extrêmes. Tu sais, par exemple, des vins trop boisés. Des vins trop forts, trop tanniques, qui demandent un long vieillissement, comme des Barolo, par exemple. C'est bon. Ou un gros cabernet pesant pour un steak, là, ça ne fait pas pour tout. Là. C'est pas pour tout le monde, c'est ça. Il faut aller dans le centre. Dans le centre, c'est quoi? Ben, des vins des Côtes-du-Rhône, des vins des Languedoc-Roussillon. Ça peut être certains Chianti ou encore des Ripasso. Ça, c'est bon, des Ripasso. Ripasso, moi, j'aime ça. C'est comme des Amarone, mais en plus léger, tu sais. Puis en moins cher un peu. Fruits. Ben oui, c'est ça, hein, parce que l'Amarone, c'est 50, 40, 50 en montant. Ripasso, tu peux en avoir à 28, 30, 32? Ah, c'est ça. Ben, même à partir de 20. À partir de 20, aller jusqu'à une trentaine à peu près. Tu sais, puis c'est un beau fruit, une belle souplesse. C'est ce genre de vin. Je trouve que c'est un beau passe-partout, le Ripasso. T'as raison. T'arrives à quelque part avec ça. Ah, c'est le fun. Ben oui, tout le monde aime ça. Tu sais, c'est un beau fruit, c'est pas agressif. Fait que tu risques pas de te tromper avec ça. Si tu vas à quelque part, tu connais peu les gens, est-ce que t'es... Mettons que tu veux pas te tromper et tu veux faire plaisir. Et je prends pas tes connaissances, je prends pas mes habitudes, je veux faire plaisir. Est-ce que c'est mieux d'arriver avec un blanc ou un rouge? J'irais plus en rouge. Parce qu'il y a quand même encore un petit peu plus de monde qui prennent du rouge que du vrai blanc. vin, c'est du rouge, on entend ça. Ah ouais, heureusement un peu moins qu'avant, mais quand même. Il y en a encore qui le disent. Pour une valeur sûre, pas se tromper puis pas juger. Un rouge, tu te trompes pas. Un rouge, tu te trompes pas avec ça. T'as plus de chances là, d'être dedans avec un rouge qu'avec un blanc. Là, la table est mise pour notre annuel, c'est-à-dire notre fameux 100$ qu'on veut dépenser. Bon Dieu, Il y a plein de façons de le faire. Peut-être qu'au fil du temps, tu peux avoir changé ton idée, mais on se disait tout le temps, une bonne bouteille à 100, 2 bonnes à 50, 3 à 33 ou 4 à 25. Ouais. Moi, je suis encore là-dedans, mais ça dépend tout le temps à qui tu le donnes. Parce qu'à chaque année, puis ça ne manquera pas, ça va arriver bientôt. Tu vas te le faire demander aussi, monsieur. Ah là, une bonne bouteille dans un cadeau. Ouais, OK. Fait que là, des fois, on présente quelques affaires. Ouais, as-tu de quoi n'a plus cher ou une centaine de piastres? Ouais, OK, j'en ai. Mais la personne à qui vous allez le donner, est-ce qu'elle va l'apprécier? Garder ce vin-là? Je pense pas. Ils vont boire ça prochainement. Bon, OK. Là, parce qu'à ce prix-là, j'ai beaucoup de produits qui demandent un certain vieillissement. À ce moment-là, on est peut-être mieux. Vous voulez donner de quoi de bon, correct. On est peut-être mieux d'en donner 2 à une cinquantaine. Ou 3 Il va être plus prêt à boire, en théorie. Oui, plus intéressant. Tu sais, parce qu'il y en a... C'est important, maudit ta question. Si c'est pour garder, c'est pas correct. Ouais. Mais si c'est pour boire prochainement, ils ne profiteront pas de ce prix-là, dans le fond. C'est ça. Ou c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués de prendre des vins de ce prix-là. Oui, mais vont-tu vraiment l'apprécier? Ça, c'est une autre affaire. T'es peut-être mieux à ce moment-là.
tu sais, les gens, plus ils nous en disent, mieux c'est. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ah, ben, il n'y a pas de problème, ils ont une cave à vin. Ah, OK, une cave à vin, moi, je suis pas inquiet avec ça. Tiens, prenez ça, là. Prenez la bouteille à 100$, aucun problème. Il va savoir où la mettre. Quoi faire avec ça. OK, parfait. S'il y a une cave à vin, c'est parce qu'il y a certaines connaissances aussi. Il y a une base là-dedans. Fait que, mais sinon, là, tu sais, 2 bonnes bouteilles, 45-50, là, ça fait le travail amplement. Amplement. Toi, si tu avais 5, je te donne 50, puis je te dis, va chercher le vin qui va te faire le plus plaisir. Exemple. Tu irais dans quoi? Dans le rouge ou dans le blanc ou dans le rouge? Ah, c'est les deux, en fait. Moi, là, dans le rouge... Je sais que t'aimes le blanc, toi. Oui, j'aime le rouge aussi, là, oui. mais dans le rouge, là, je vais dire, j'irais pas mal dans l'italien. Là, je suis pas mal italien à ce temps-là, okay. dans le rouge. Ah, oui, tu sais, peut-être, là... Il y a un peu d'histoire aussi. Ah, oui, un petit peu, ils connaissent ça un petit peu, ah, oui. Tu sais, t'as des beaux Barolo, par exemple, qu'on peut garder quand même longtemps. Tu sais, des Barolo, là, ça en est un vin, ça, OK. Faut faire attention. Ça part à 30, ça va jusqu'à 4000, là. Non, mais c'est fou, là. Faut pas donner ça à n'importe qui, là. Parce que Pourquoi? moi, je vais te dire, là, parce que c'est des vins qui sont très secs, asséchants, mais qui demandent un bon vieillissement. Moi, j'ai vraiment compris là, ce que c'était du Barolo quand je suis allé. Là, j'ai goûté... À Barolo? Ouais, là, j'ai goûté des beaux Barolo. Aujourd'hui, j'aime ça. Mais c'est pas le genre de vin que tu vas aimer tout de suite. C'est un peu comme certains mets. Tu sais, il y a certains mets, là, tu vas goûter à ça. Non, la première fois, non. Non, pas ça. Non. Ça prend un certain temps. Il faut s'y habituer. Pense juste à nous, quand on est jeune, quand on a entre 15 ans et 25 ans, l'apprentissage des fromages fins. Ah, mon Dieu. Tu veux mourir? Ah, là, tu vois, écoute. Oui. On revient à ta question du début du podcast, quelque chose qui sent la ferme. Là, moi. Ah ouais, il y a des fromages, on se dit que ça se peut pas que nos parents prennent ça du bleu la première fois. Les tu bleus, sens là, ça, on dirait que t'es allé voir un canard, puis t'as pris juste le restant de ce qu'il a fait pendant sa journée. Ça, t'as oublié le canard. C'est ça que ça sent. Ah, mais ça, quand tu te mets à goûter, tu peux pas imaginer, mais tu t'habitues. Toutes les subtilités qu'il y a là-dedans. Là. Puis, tu sais, le Barolo, c'est un peu ce genre de vin-là. Pourquoi, on dit souvent, quand on parle de bon vin italien, on parle souvent de Barolo ou d'Amarone. Pourtant, c'est pas la même région, hein, c'est ça? Non, c'est pas la même région. Puis Barolo, des vins qui se ressemblent ou pas dans le nord-ouest, ça ne se ressemble pas du tout. Zéro. OK, pas bon. du tout. On les compare parce qu'ils sont différents. Ben oui. Aimes-tu mieux ça ou ça? Ou ça. Puis l'autre qui est très bon dans le trio en Italie, là, t'as les Brunello. Les Brunello de Montalcino. Ça, c'est du Sangiovese. C'est comme des super Chianti. Ça aussi, il faut que ça vieillisse en général. Tu sais, t'as des très, très beaux produits comme ça, mais ça dépend à qui tu le donnes. C'est ça. Okay. Tu sais, t'es mieux d'y aller avec quelque chose, là. Souvent, moi, je vais conseiller. Tu vas avoir une bonne bouteille, une $50, pas de problème avec ça, mais on va aller plus dans le Châteauneuf du Pape, par exemple, quelque chose du genre. Est-ce que le temps fait bien les choses pour les vins canadiens? Parce qu'il y a quand même, en Colombie-Britannique, en Ontario, même maintenant au Québec, dans le blanc, on dit qu'on fait des bonnes choses. Parce que ça nous est arrivé une couple de fois, puis j'ai dit à Véro, as-tu vu, on nous a suggéré, mettons, même des vins au verre, on a suggéré, il y avait 4 choix, puis il y en avait 2, c'est les Canadiens. Vallée de la Niagara, après ça, Okanagan, puis tout. Fait que finalement, est-ce qu'il y a une ouverture? On en a déjà parlé, mais y a-t-il une ouverture sur le vin canadien? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a des bons aussi, là. Il y en a des très, très bons. Soyos, entre autres, dont tu m'avais parlé. Là. Oui, puis vois-tu, moi, je suis retourné cette année en Colombie-Britannique, justement, là, dans la vallée d'Okanagan, là. Puis là, on s'est amusé à faire des vignobles qu'on connaissait pas. Ta blonde et toi, vous êtes partis. On est partis. En auto, on part. Non, on est parti en avion. C'est un peu loin. Hein? Je parle de là-bas, innocent. On a loin en auto, là-bas. Non, mais il y en a qui vont en auto, mais là, ça prend le temps, par exemple. Ouais. Mais c'est ça. On est parti, puis... parce qu'on en vend ici, mais pas en quantité industrielle. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, pourquoi qu'on n'en a pas plus? On sait bien, la SAC ne veut pas en acheter. » C'est pas à cause de ça. C'est à cause de la petite production. OK. Il ne pourrait pas fournir. La vallée d'Okanagan, c'est petit. Ça a l'air gros quand on y va parce que c'est long. C'est fait sur le long, mais c'est pas large parce que tu as les lacs, tu as un peu de terre, puis après ça, c'est des falaises. Fait que le vignoble n'est pas grand. Mais ils vendent presque tout sur place. Ici même, pas ici même, mais là-bas, en Colombie-Britannique et en Alberta. Fait que, tu sais, ça laisse pas grand-chose pour nous autres, à part des grosses maisons. Là, mais t'as eu donc des coups de cœur là-bas, sur place? Oui, sur place. On a fait là, 9 maisons, puis tous des produits qu'on connaissait pas. Mais des maisons, c'est-à-dire qu'on connaissait pas, mais des beaux vins, des beaux produits, là, vraiment. Il y a des belles choses à découvrir. L'as-tu acheté là-bas? Pour ramener? On a acheté. On a bu aussi. On a vu aussi sur place. Bon, on a ramené. Puis c'est pareil aussi du côté du Niagara. Niagara, c'est plus grand, c'est plus gros, il y a plus de production. Mais ça s'est amélioré beaucoup au fil du temps. Moi, la première fois que je suis allé au Niagara, je pense que c'était en 2000, quelque chose du genre. La dernière fois, c'était en 2022, mais ça avait beaucoup changé, là, énormément. Il y a beaucoup plus de maisons.
Puis ceux qui sont là, ben, tu sais, les vignes ont vieilli, ont appris à les travailler, puis les vins s'améliorent. Un petit mot sur les vins québécois, parce que quand je sais que tu avais expliqué quand tu étais venu ici avec Luc Lescarbot, les deux, vous aviez parlé de la nouvelle façon de procéder pour mieux protéger les vignes, ce qui faisait que le vin était beaucoup meilleur maintenant. Est-ce que c'est encore vrai? Écoute, c'est encore vrai. Là aussi hein, ça s'améliore tout le temps. C'est sûr que la qualité, oui, est un peu inégale, il faut dire les vraies choses. Oui. Mais tu as des bonnes maisons là, qui réussissent à faire des choses quand même très, très, très potables et assez surprenantes. Dans la région, mettons Rougemont, où les pommiers sont, tout ça, il y a des vignes. Là, oui, il y a des vignes là aussi. On disait qu'il y avait un microclimat, ça dépend à quoi tu compares. Il y a, entre autres, une place que j'ai bien aimé à visiter, là, c'est le domaine Saint-Jacques. Ça, c'est à Saint-Jacques-le-Mineur, c'est à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. Ça se trouve à être le coin le plus chaud du Québec. Hey, moi, j'ai goûté là-bas, là, on a goûté des Syrah, des Riesling, des Chardonnay. Je te dis, je pensais jamais qu'ils cultivaient ça. Mais là, honnêtement, si on t'avait pas dit que c'était des Québécois, l'aurais-tu deviné? Ben, toi, t'es plus expert que nous autres, là? Ben, deviner que c'était Québécois, pour certains vins, probablement pas. Parce qu'il y avait des vins qui étaient quand même très intéressants. D'autres qui étaient... Puis, d'autres plus légers, c'est sûr. Puis d'autres, faits avec des cépages qu'on connaît moins, mais qui résistent mieux à l'hiver. Parce que c'est ça le problème. Là, c'est le froid de l'hiver. C'est ça qui est dur. On va parler un peu de bouffe. Le repas des fêtes. Bon, on va aller d'un classique pour voir avec quoi c'est le best pour les accompagner. En apéro, souvent un vin mousseux, toujours sa place. Hein, puis je remarquais, Christian, que l'offre de tout ce qui est champagne, pseudo-champagne, vin mousseux, rosé mousseux, c'est assez grand. Puis même dans la palette de prix, mettons qu'on part du Prosecco à $15, c'est à peu près dans le plus bas. C'est ça. Puis tu vas jusqu'à 115, tant que tu veux. Pas tant que tu veux, mais 300-400. Dans le champagne, oui. Mais dans ce qui se donne, là, tu sais, ça va, mettons, moi je calculais de 15 à 100, mettons. Tu peux aller, il y en a à 35, il y en a à 45-50, puis des bonnes absolument. Des bonnes maisons avec des produits, j'allais dire pas des sous-produits, mais tu sais, il y a des maisons qui vont faire jusqu'à 95, 100, 100, 200, mais qui ont une version à 55, une à 30. Ben c'est ça. C'est un peu comme les autos, hein, il y a différents calibres. Ben oui. Non, mais dans la même compagnie, c'est ça. Exactement. C'est le même principe. C'est ça. Mais aujourd'hui, pour réussir, parce que les gens vont dire, ben j'aime pas ce champagne-là, les bulles sont trop grosses. Mais moi, j'ai jamais trop noté ça. Non, mais il faut que tu m'en parles parce qu'on les petites bulles, les petites... Ça, justement, là, je veux faire de quoi là-dessus? Je vais faire un article là-dessus, là, parce que j'arrête pas de me faire demander ça. Ben, t'es dû pour ton blog, faut que tu fasses ça. Ouais. Encore la semaine passée, là, tu vends un mousseux. Des bulles fines. La bulle est-tu fine? Bon. Là, on va régler une affaire. Là. Quand on utilise la méthode qu'ils font pour le champagne, qu'on appelle la méthode traditionnelle, anciennement la méthode champenoise, la bulle, là, est tout le temps fine. Il n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème avec ça. Ça dépend bien plus des verres. Mais quand on est plusieurs, là, encore récemment, moi, dans un de mes clubs, là, je dis aux gens, regardez votre verre, regardez ceux des autres. Tout le monde boit la même affaire, mettons? Ben, ça vient tout de la même bouteille. Il n'y en a pas un qui bulle de la même façon. Il y en a qui ont des bulles plus grosses, il y en a qui en ont beaucoup. D'autres n'ont pas beaucoup. Il y en a qui doivent la prendre comme moi, là. Ben oui, c'est le verre qui va faire la différence. Parce que les bulles, là, des grosses bulles, là. Des fois, ça fait ça au début, ça dure pas. Non, mais c'est pas du savon à vaisselle non plus, là. Malgré que le savon, il est pour quelque chose. Ah oui. T'es-tu déjà allé dans un bar? Des verres mal lavés? Tu sais, là. Je disais ça à blague, puis tu viens de me dire que ça a une importance. Un verre surtout mal rincé. Tu sais, bien lavé, mais mal rincé. T'as peut-être déjà été dans un bar quand t'étais jeune, dans une brasserie comme moi, d'ailleurs. Une fois ou deux, mais je m'en souviens pas, parce que j'étais chaud. Tu vides ta bière dans un verre, puis elle mousse pas. Ça, on dit, écoute, la bière est flat. Ça n'a rien à voir. La bière n'est pas flat. Parce que quand tu l'as en bouche, là, tu le sens, le bouillonnement et le pétillement. Mais ce qui arrive, c'est qu'un verre qui est mal rincé, il y a un film de savon à l'intérieur. À ce moment-là, quasiment dégueu, ça? Ouais, mais tu le goûtes pas, là. Mais ton verre est très, très, très lisse. Puis le CO2, là, les bulles qui sont pris dans le liquide, ont besoin d'aspérité. C'est comme s'ils avaient besoin de se cogner sur quelque chose pour être capable de libérer le gaz. Mais là, ils se cognent sur rien, c'est trop lisse. Fait que le gaz reste tout là. Il reste pris dans le liquide. Si, par exemple, tu as un verre qui est très bien rincé puis qu'en plus, il est vieux, là, il commence à être égratigné, là, ça va bouillonner parce que là, tu as de l'aspérité. Il y a même des verres qui sont burinés dans le fond pour être capable, là, pour avoir de l'aspérité, puis ça fait bouillonner. Tu as déjà mis du sel dans une bière? Oui. Et du poivre aussi.
Ben, arrête de rire. Ben, je sais pas, du poivre, c'est la première fois que j'entends ça. Ben oui. Ben non, mais Ben, écoute, ouais. ben oui. Nathalie Matt, l'ex-directrice de Leucan, que le monde connaît bien parce qu'elle a été très liée à nos activités radiophoniques. Ben oui. Elle m'a montré ça, du gros poivre en grains. Avant de verser ta bière, tu mets ça, c'est tellement bon. Si t'aimes le poivre, mais du poivre en grains, dans le fond, là, ça fait, mais verse pas ça trop vite parce que ça peut arriver que t'aies de la broue jusqu'en haut de la tête. Ben, mais pourquoi ça fait de la broue? Parce que le poivre ou encore le sel crée de l'aspérité. C'est pour ça que ça bouillonne. Puis, OK. Moi, je fais des démonstrations des fois avec c'est intéressant, oui. ce bout-là. Là, on va arrêter le podcast ici. On finit sur un punch. Mais Christian, c'est intéressant. Moi, je ne savais pas ça. C'est intéressant. Je pensais pas les verres. J'ai déjà entendu, verre et sale. Puis toi, non. Les verres, là, ça y est pour beaucoup. La forme aussi ou la forme du verre? La forme du verre, c'est sûr que la flûte, ça te permet de mieux voir là, les bulles, puis ils ont plus de liquide à traverser, ça risque de durer plus longtemps. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, je fais des démonstrations, là, tu prends un caillou, là, mets ça dans ton verre. Là, ça va bouillonner autour du caillou. Ben oui, il est plein d'aspérité. Mais faites pas ça à votre visite, par exemple, parce que là, ça ira pas bien. Donc, OK, on arrive au repas. Ouais. La dinde, est-ce que c'est automatiquement un blanc pour toi? Ben non, ça peut être un rouge aussi. Ça, c'est le genre de viande là, où tu as le choix entre les deux. Le rouge, tu vas choisir moins torqué? Oui, un pinot noir, par exemple. Pinot noir avec la dinde, là, ça, c'est gagnant tout de suite en partant. Ça pourrait être aussi un grenache. Grenache espagnol, beau fruit, pas trop de tanin. Le blanc, il va-tu plus Sauvignon ou Chardonnay? J'irais plus Chardonnay. Même une petite affaire boisée, là, style un peu californien. Là. Encore là, pas une décoction de bois, là, mais c'est juste un peu boisé pour donner un petit peu plus de caractère. Là, ça irait très bien. OK, puis là, je vais faire une question qui va m'intéresser parce que je reçois mes frères et sœurs. Dis-le pas trop fort. Mais on va avoir on fait le fameux classique ragoût de boulettes, pâte de cochon, de la batante. Oui. Puis le pire, c'est que moi, au début, je dis, c'est ordinaire, mais quand j'ai regardé la recette, le temps que ça prend, c'est pas dur, mais c'est long à faire. Ah ouais, OK. Mais là, je me disais, le fameux ragoût de boulettes, y a-tu un vin qui irait bien avec ça? Moi, tout de suite, en partant, là, ce qui me vient à l'idée, c'est des Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône, là, puis surtout de la partie sud, où tu as beaucoup de grenache là-dedans, grenache, syrah, mourvèdre. Tu sais, ça peut être du Châteauneuf, du Pape, du Gigondas, du Vaqueras, des choses comme ça. Je tripe, moi, assemblage, parce que je connais pas ça. Deux, trois cépages ensemble? Ah oui, c'est tout le temps. J'aime ça. Souvent les trois même, le grenache, syrah, mourvèdre. Tu sais, le grenache, ça a plein de fruits, pas beaucoup de tanin, puis... Côte-du-Rhône, OK. Oui, c'est ça. Puis ils mettent de la syrah là-dedans pour amener un peu de tanin, puis du mourvèdre pour donner un peu de caractère. C'est bon. Tu sais, avec ça, là, surtout, c'est un petit côté épicé là, qui va bien se marier avec ton ragoût. Là, ça va être parfait, ça. Tourtière, il y en a qui aiment la tourtière. Même genre de vin. Même chose? Même genre de vin, parce que c'est une viande un peu épicée aussi, là, qui va très bien. La question classique, est-ce qu'avec des fromages, on prend du blanc ou du rouge? Ça va dépendre, ça, tu vas me dire souvent. Non, ça dépend pas. On s'en va dans le blanc. Ça, tu sais que tu fais stepper le monde à chaque fois? Ça, écoute, tout le temps. Ça se peut pas qu'on t'en parle pas régulièrement. Ah non, c'est régulier. Et toi, ça, c'est le gars du blanc avec ses fromages. Mais en même temps, tu as déjà dit aussi aux gens, prenez le vin que vous voulez boire. Là. Moi, je parle des meilleurs accords. Moi, je suis pas là pour les obliger. Mais non. Mais je veux dire, si vous voulez que ce soit un succès, ça serait beaucoup mieux en blanc. Ils sont là, puis ils me regardent. Ouais, pourquoi? Ils te demandent pourquoi? Ben, je peux vous conseiller un rouge, mais je vais vous conseiller ce qu'il y a de moins pire. C'est vraiment ça. C'est les tanins. Les tanins du vin rouge, tu sais, les tanins qui nous assèchent la bouche, là, au contact des produits laitiers, ça crée en bouche une amertume qui gobe à peu près tout le fruit qu'il y a dans le vin. Tu goûtes plus rien du vin. Aux gens, là, prenez votre verre de rouge, goûtez votre fromage et reprenez votre verre de rouge. C'est plus le même vin. C'est plus le même vin. Le fruit, on dirait qu'il est passé où? On ne sait pas. Moi, je l'ai fait souvent, moi, dans des démonstrations là, où les gens étaient très sceptiques. Tu dis ça, là, mais on en prend du rouge et du fromage, c'est bon. Puis tu sauras qu'après, là, quand on a fini, puis, on est obligé de dire que tu avais raison. Le blanc n'ayant pas de tanin, garde tout son fruit, il se fait pas maganer, tout est beau. Mettons que je fais un portrait robot d'un Québécois moyen qui est de bonne humeur. Ouais. Il a pris 3 bières avant, on jase. Il a pris deux verres de rosé. Ouais. Il a pris du blanc avec la coquille Saint-Jacques. Puis là, il est rendu au fromage à la fin après avoir pris 3 verres de rouge avec son steak. Mm-hmm. Ça se peut-tu qu'il goûte plus grand-chose, de toute façon? Oui, mais on peut peut-être y servir d'autres choses qui vont le surprendre. On pourrait peut-être y aller, par exemple, sur un blanc sucré. Je pensais que tu aurais dit un éthylomètre là, pour prendre ça. Là, combien qu'il est à point quoi? 0.06 ou 0.09? C'est sûr qu'il risque d'être avancé un peu. OK, donc dessert? Dessert. Ça dépend quoi? Tu vas me dire, c'est du chocolat ou c'est de la crème? Oui, mais il y a une condition en partant pour le dessert qu'on ne peut pas passer à côté. Avec du sucre, ça prend du sucre. Ça te prend un vin sucré, absolument. Sans ça, c'est imbuvable. Parce que le sucre, dans une assiette,
fait paraître le vin beaucoup plus sec qu'il l'est en réalité. Il y en a qui me disent « Ouais, mais j'ai déjà lu quelque part, champagne avec un gâteau, ça pourrait marcher. » Ben, vous pouvez le prendre si vous voulez, mais moi, je me dissocie de ça complètement. C'est pas moi qui vous ai dit ça, là. Oh non, non, ah non, ça, on s'en est jamais parlé. Un sauterne, ça ferait. Oui, parce qu'un sauterne, c'est très sucré. Un blanc très sucré. Prends ça avec un dessert, aux fruits principalement. Là, tu vas voir que ton sauterne qui était sucré, il va avoir l'air d'un vin sec. Mais au moins, il va y rester du fruit, comme il y en a beaucoup. Okay. Il s'en est fait enlever, mais il va en rester. Le sucre frappe les deux. Ouais, le sucre annule le sucre. C'est ça. Mais ce qui est important de comprendre aussi, pour que ça marche là, avec le dessert, il faudrait que le vin soit plus sucré que le dessert. Fait que moi, quand il m'arrive avec une tarte au sucre, je les enligne sur le café, là. Il n'y a pas grand-chose qui va... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire au niveau vin avec ça. Ça ne pourra pas être bon. OK, un café, c'est parfait. C'est une maudite bonne idée. Pourquoi pas? Ben oui. Un peu de vocabulaire c'est des questions aussi qu'on garde parce qu'on a toutes sortes de questions au fil du temps. Puis comme on ne se parle pas tous les jours, c'est le fun quand on le fait. Quand on dit qu'un vin est complexe, on veut dire quoi exactement? Un vin complexe, ça veut dire un vin qui a plusieurs arômes différents. Tu sais, il y a des vins là qui sont comme mono-arômes, on pourrait dire ça. Tu sais, tu as des vins, là, on parlait du Beaujolais nouveau en partant, tu sais, ça goûte le petit fruit, là, puis essaye pas de trouver d'autre chose, il n'y en a pas. Mais il y en a d'autres vins, là, c'est ça la complexité. Il me semble que lui, là, il sent un peu les cerises. Là, tu te remets le nez dedans, il me semble que j'ai un peu de réglisse, me semble un peu de foin séché, tu sais, j'en ajoute, là. De cuir et de n'importe quoi. C'est un peu ça, là. Okay. Tu as plein d'arômes, là. C'est ça, un vin qui est complexe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des cristaux, des fois, des cristaux de sucre dans le fond des bouteilles? Tu peux trouver des cristaux dans le fond d'une bouteille, mais ça n'est pas du sucre. On pense que c'est du sucre, c'est pas ça. On pense que c'est du sucre, mais ça n'en est pas. C'est du bitartrate de potassium. Aïe, aïe. C'est un beau grand mot, là. Ouais. En fait, tous les vins font ça quand ils sont refroidis. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça précipite ça, sous forme de cristaux blancs. C'est pas poison, ça n'a pas de goût, ça change absolument rien. Sauf que maintenant, de plus en plus, pour éviter ça, on va refroidir les vins dans la cuve avant l'embouteillage. Okay. Ça va cristalliser dans le fond de la cuve, fait que tu n'en auras pas dans ta bouteille. OK. Vin bio, vin nature, c'est pareil, c'est la même chose? Ben non. Le vin bio, c'est surtout dans le jardin que ça se passe. C'est surtout dans le vignoble. C'est pas de produits chimiques, pas d'engrais, rien. Tout est naturel et il y aurait un peu moins de sulfite. Un peu moins. Okay. Tandis que le vin nature, souvent, est un vin bio, mais qu'on a fait à peu près très peu d'interventions. Par exemple, tu n'as pas de sulfite ou peu de sulfite ajouté, ce qui crée un peu d'instabilité, qui peut amener des goûts fermiers, comme on disait tantôt. Voilà, c'est ça. Donc, moins travaillé. C'est moins travaillé, c'est plus pur. C'est sûr qu'il y a une tendance sur ça actuellement. Est-ce qu'on. Ben là, tu m'as répondu tantôt, j'allais parler. Est-ce qu'on capote encore sur le taux de sucre? Mais la réponse, c'est oui, big time. On remarque que dans les champs, il y a des toiles d'ombrage, des filets protecteurs, de la jute, de plus en plus d'ajouts sur les vignes. Pourquoi? Ben, entre autres, les toiles protectrices, là, ça a beaucoup rapport au réchauffement climatique aussi. OK, le plombage du soleil. Pour ne pas brûler Pensez aux bébites, mais aux oiseaux, quelque chose. Les oiseaux, pour les filets, c'est pour les oiseaux. OK. Puis apparemment on m'a raconté que c'est surtout les raisins rouges qu'on va mettre des filets parce que les oiseaux les voient plus. Les raisins verts au travers du feuillage, ils ne les voient pas bien, fait qu'ils les laissent tranquilles. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour éviter que les oiseaux aillent manger les raisins. C'est pour ça qu'à des places, ils mettent des filets partout comme ça, pour les protéger, justement. OK. Cabernet Sauvignon, est-ce que c'est encore le cépage roi du monde? Ben, écoute, je te dirais oui, mais il se fait chauffer. Il se fait chauffer. Là. Tout le monde se fait chauffer. Ah oui. De nos jours, quand même. Oui, de nos jours, ça chauffe de partout. Mais tu sais, il y a le pinot noir, entre autres, là, qui prend beaucoup de pic. Là. Mais un cabernet franc par rapport à un cabernet sauvignon, c'est quoi? Ben, la principale différence, c'est que le cabernet franc est beaucoup plus souple, plus en fruits, beaucoup moins tannique. Et le cabernet franc, c'est un des parents du cabernet sauvignon. Hein. Parce que le cabernet sauvignon a été créé par le cabernet franc et le sauvignon blanc, cépage blanc. Ils ont... génétiquement, c'est pas un assemblage, mais génétiquement, ils ont créé un autre cépage qui est le Cabernet Sauvignon. C'est pour ça que ça s'appelle de même. Mais quand même, c'est un des plus répandus dans le monde. J'ai l'impression qu'il y en a partout. Mettons, en Afrique du Sud, il y a du Cabernet, il y en a sur la côte. Il y en a partout. C'est un cépage qui est facile à cultiver, qui s'adapte facilement, puis qu'il plaît au goût aussi. Ouais. Parmi les éléments qui comptent beaucoup pour la qualité du vin, on parle souvent de la météo, le sol, les vents, les roches, l'escarpement.
Les plus importants, c'est quoi? Mettons, si tu mettais un ordre là-dedans. Ben, écoute, moi, je dirais le terroir, la terre. La terre est très importante. La température aussi. L'ensoleillement. Tu sais, ces trois facteurs-là, là, je te dis, là, c'est vraiment là, dans ce qui sont les plus importants. Puis c'est avec ça qu'on voit des différences là, d'une place à l'autre aussi, même pour un même cépage. Plusieurs remarques. Moi, je l'ai remarqué, mais on remarque qu'il y a de plus en plus de vins avec un taux d'alcool de plus en plus élevé. Ouais. Pourquoi? Ouais. Ça, en fait, il y a deux raisons à ça. La première, réchauffement climatique. Bon, pourquoi ça a une incidence? C'est que oui, parce que là, il fait plus chaud. Puis quand il fait plus chaud, les raisins sont plus mûrs. Quand ils sont plus mûrs, ils sont plus sucrés. Puis quand ils sont plus sucrés, bien, ils produisent plus d'alcool. OK. Puis dans d'autres cas, surtout dans les rouges, c'est un peu voulu parce qu'on s'organise pour avoir des vins qui sont prêts à boire plus vite qu'avant. Parce que, tu sais, on n'a pas la patience de 15 puis 20 ans. Là. Très peu de gens ont cette patience-là. Puis équipés non plus pour les garder longtemps comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'on s'est rendu compte que les tanins des vins rouges, qui nous assèchent la bouche, ça mûrit sur le pied de vigne, ça. On s'est rendu compte que plus on attend, plus les tanins deviennent souples. Moi, je compare ça, les tanins, à du papier sablé. Tu sais, tu as du gros grain, là, tu passes la main là-dessus, ça égratigne, puis tu as des grains très, très fins, c'est presque doux. Ben, les tanins, c'est comme ça. Ça mûrit sur le pied de vigne. Alors, comme on veut faire mûrir les tanins, ben, on attend un peu plus longtemps. Alors, pendant ce temps-là, mon raisin continue de mûrir. Il devient un peu surmûri. Surmûri très sucré, beaucoup de taux d'alcool élevé. Mais les taux d'alcool... Ça rend-tu le vin plus agressif, un taux d'alcool plus élevé? C'est le contraire. Les gens, des fois, c'est 15%, ça va être agressif. Ben non, c'est tout le contraire. Parce que, comme on disait tantôt, l'alcool a un goût sucré. Alors, comme l'alcool a un goût sucré, ça amène ton vin beaucoup de moelleux, de la rondeur, du fruit. Ça fait ressortir le fruit. Au contraire, c'est jamais agressif. Mais ça m'explique pourquoi on en voit plus avec des taux élevés, de pourcentage élevé. C'est parce que si on les laisse mûrir plus longtemps, la conséquence est directe. Parce qu'on se rend compte. OK, parfait. Absolument. Il y a une raison intéressante. Est-ce qu'un rouge devient de plus en plus foncé en vieillissant ou pas? Non, les vins rouges, là, c'est comme nous autres. Ils pâlissent en vieillissant. Okay. C'est la même chose. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, un vieux vin, là, il devient de plus en plus translucide avec un dépôt dedans. Mais le dépôt, c'est quoi? Le dépôt, c'est des tanins puis des pigments qui composent la couleur, se sont associés puis sont rendus solides dans le fond de la bouteille. Alors, s'il y a moins de pigments, ben, automatiquement, il y a moins de couleur. Fait que c'est comme nous autres. Les bouchons dévissables, je sais qu'on en parle depuis plusieurs années. Est-ce que tu vois une progression? Est-ce que ça reste dans le marché des vins bas de gamme, bon marché, ou s'il y en a, mettons, 60-70$ dévissables, ça se peut-tu? Il y en a actuellement, là. Okay. J'ai un pinot noir au magasin de la Nouvelle-Zélande, 90$ avec une capsule dévissable. Tu n'auras pas de trouble à payer ça si tu le voulais, là, mettons. Aucunement. Lié, là, je parle juste lié au bouchon. Ouais. T'es presque sûr qu'il ne sera pas bouchonné? T'es presque sûr. T'es sûr, je te dirais, à 99,9% qu'il ne sera pas. Mais il restera... Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir ça avant notre mort, mais il y aura toujours des bouchons en liège. Des bouchons de liège, il y en aura toujours. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est le côté glamour. Mais tu remarqueras, hein, les bouchons de liège ont beaucoup changé au fil du temps. Les vins bouchonnés, quand on commençait à faire des entrevues ensemble, là, les vins bouchonnés, là, c'était entre 5 et 7%. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, ça a baissé beaucoup. 2, 3 peut-être. Ce qui arrive, c'est que... As-tu pensé au nombre de bouteilles qui se font dans le monde, comment c'est important? C'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, ben, les lièges, ils les traitent, surtout les lièges pour les longs bouchons, là, pour des vins de garde. Ils ont des façons de les traiter maintenant pour empêcher ça, mais ça coûte cher. Moi, j'avais vu ça en Italie. Là, ils mettent ça dans un liquide. Ça fait partie du prix élevé. Là. Le bouchon est élevé aussi. On fait ça juste pour les grands vins. On ne peut pas faire ça pour tous les vins. Mais par contre, ce qu'on voit, par exemple, de plus en plus, c'est des agglomérés. Tu regarderas les bouchons de liège maintenant, là, de plus en plus, là, c'est toutes des petites particules avec un liant ensemble. Oui. Puis ça, ben, apparemment, que ça ne donne pas de vin bouchonné. Moi, j'en ai pas vu. Ils doivent travailler très fort pour ça, c'est important. Sachant que le monde veut le liège, il faut qu'ils améliorent le liège, parce qu'ils savent que ça va rester. Ils savent que ça va rester. Il faut qu'ils évitent que c'est quoi? C'est que l'air rentre, c'est ça, dans le fond? Non, c'est comme s'il y avait une moisissure à l'intérieur. C'est un peu ça. Mettons qu'on veut résumer ça comme ça. Là. Puis là, ben, c'est la moisissure, ben, c'est des odeurs de vieilles caves humides. Ça se transmet au vin, naturellement. J'ai eu une question de mon fils que je n'ai jamais été capable de répondre. J'ai gardé pour la fin. Je te la pose. Parce qu'on parle de vin de garde, on parle de vin, il faut que ça soit bu. Fait que lui, il se dit, tu pars dans des champs, t'as des vignes, puis
il y a des vins que tu vas pouvoir garder 20, 25, 30 ans, puis d'autres, si tu les gardes, ils sont plus bons. Pourquoi? C'est ça. Ça, là, ça dépend... C'est quoi les raisons? Si tu la bouteille, c'est ça que je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. C'est la matière première au départ. C'est juste le raisin. La qualité du raisin. Bon, qu'est-ce qui fait la qualité du raisin? Les sols. C'est ça que si ton sol est pauvre, hein, la partie de ton vignoble où les sols sont les plus pauvres, c'est là que tu vas avoir les meilleurs raisins. Parce que là, tu sais, la vigne, elle creuse des racines, là, elle va chercher des nutriments. Donc, il n'y a rien, on va creuser encore plus. Puis en creusant, ben, elle produit moins. Puis en produisant moins, ben, chaque raisin est mieux alimenté. Concentré. Puis elle va aller chercher des éléments plus profonds, là, qui sont encore mieux pour le raisin. Bon, ça, c'est une raison. La deuxième, les vieilles vignes. Les vieilles vignes produisent moins, mais des raisins de meilleure qualité. Donc, c'est pour ça que c'est tout le temps des petites quantités. Tu sais, n'importe qui a des vignobles, n'importe quelle place, n'importe quelle maison, va avoir toujours là, une partie de ses meilleurs raisins qui vont isoler pour faire la cuvée haut de gamme. Le reste, ben, c'est pour la cuvée, cuvée courante, la cuvée courante. Mais c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est des quantités plus petites. Puis c'est toujours l'offre et la demande qui va finir par fixer tous ces prix-là aussi, d'ailleurs. Donc, c'est le soin, la qualité des raisins. C'est sûr. La qualité du raisin au départ. Puis après ça, ben, c'est sûr que ça demande plus de soins. Tu sais, souvent, on va faire une vendange manuelle, pas de tracteur là-dedans. On va faire un meilleur tri. Après ça, ben, on fait faire la fermentation. On va faire du tonneau, ce que pas tous les vins font. Est-ce que tous les... Je sais pas comment dire ça, mais j'aime bien en tête. Est-ce que tous les... Mettons Portugal, l'Afrique du Sud, l'Australie, la côte ouest américaine, donc... est-ce que tous ces endroits-là, s'il y a une demande, s'il y a une volonté, ils peuvent faire des vins qui vont devenir aussi grands, aussi gros que les gros châteaux, mettons des Pétrus, puis des... Oui, oui. Ils pourraient le faire. Absolument. Parce qu'on parle souvent des mêmes régions. OK, c'est ça que je me demandais. Donc, chaque région peut décider de travailler de façon différente. Pas du tout du volume, mais bien de la qualité, quantité, découper plus de soins, autrement dit. Absolument. Et le prix va faire qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on fait, mais c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, c'est ça. Regarde, tu viens de parler de la côte ouest américaine. Là. Tu sais, dans la vallée de Napa. Il y en a des grands vins. Tu as des grands vins. Dans la vallée de Napa, il y en a des bouteilles à pas loin de 1000 $. Puis encore là, c'est comme en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est une qualité impressionnante. Je pensais que c'était l'apanage, mettons, juste de la France et de l'Italie. Que chaque pays peut en faire. Chaque pays peut faire ça, absolument. Si on parle plus de la France, c'est sa réputation. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ceux qu'on connaît le plus. C'est sûr. Oui. Hey, merci. Joyeuse fête. Joyeuse fête, ben oui, c'était un grand plaisir encore. La liste des choix de Christian, ça va être en ligne. Merci. Salut, bye-bye.